juridique. Il nous a paru important, et c'était une demande de votre part, qu'aujourd'hui, en fait, il y ait un avocat qui puisse être parmi nous pour, d'une part, présenter finalement le cadre réglementaire avec les dernières actualités juridiques relatives aux pollutions plastiques, et aussi avoir un temps d'échange dédié où vous puissiez poser vos questions directement à un juriste. Donc, Yann Landau, du cabinet Landau et Associés, a eu le plaisir d'accepter notre invitation, et donc je vais lui laisser la parole directement. Alors, vous avez la main sur la présentation également. Parfait. Merci. Bonjour à tous. Attendez. C'est bon, j'ai pas l'interface. Si, c'est bon. Voilà, donc Yann Landau, cabinet Landau et Associés, on va parler ensemble effectivement des outils juridiques dont vous disposez pour lutter contre les dépôts sauvages. Évidemment, je ne parlerai pas de certains éléments qui sont importants, mais qui ne sont pas juridiques en tant que tels, que sont par exemple les outils de prévention qu'on peut mettre en place, et tout ce qui est démarche de sensibilisation. Je vous propose de faire ça en 2 temps. Dans un premier temps, je vais vous brosser un petit peu les outils dont on dispose, et notamment ce que j'appellerais la voie administrative, parce que c'est celle qu'on peut maîtriser un peu plus de A à Z, contrairement aux autres voies. Dans un deuxième temps, on pourra échanger ensemble sur les cas concrets que vous rencontrez, les problématiques que vous avez, et j'essaierai autant que possible d'y répondre. Alors d'abord, sur la lutte contre les dépôts sauvages, petite remarque, ça pose forcément la question déjà à la base, c'est quoi un dépôt sauvage? Alors sachant que la notion d'ailleurs de dépôt sauvage, qui est celle qu'on consacre usuellement, n'est pas en tant que telle définie par les textes. Le dépôt sauvage n'existe pas. Malheureusement, il existe d'un point de vue pratique, mais juridiquement n'existe pas. Ce que nous disent les textes, en revanche, c'est que finalement, il y a des situations qui sont sanctionnables et idéalement sanctionnées. Et finalement, elle se résume un peu par cet article 541-3 du Code de l'environnement. Alors, je suis désolé, hein, c'est le défaut du juriste. Je vais vous balancer quelques décisions de justice et surtout, quelques textes. Eh bien, finalement, ce qu'on va sanctionner, c'est tout ce qui va être la situation d'abandon de déchets. Alors vous allez me dire c'est redondant, puisque le déchet par définition, c'est même tout bien qu'on destine à l'abandon. Mais c'est l'abandon qui se fait finalement hors des circuits normaux. Finalement, tous ces déchets qui sont déposés, gérés, contrairement aux prescriptions, alors qu'au dit du présent chapitre, en été des règles environnementales et, je vais presque le mettre en rouge aussi cette partie-là, des règlements pris pour leur application. Règlements pris pour leur application, en réalité, ça veut dire tout ce qui est en fait évidemment des règlements sanitaires, choses en genre, mais aussi tout simplement les prescriptions du règlement de service ou du règlement de collecte, et éventuellement des règlements de police qui peuvent être pris autour de ça. Donc le point de départ aussi qui va être important en la matière, c'est au-delà des règles nationales, au-delà des règles même départementales qu'on peut avoir, ce sont aussi les règles que vous avez forgées dans les règles liées au service des déchets notamment, qui vont être déterminantes pour pouvoir aussi clarifier ce qu'on fait. Et réputé comme étant en abandon tout acte tendance, sous le couvert d'une cession à titre gratuit ou onéreux, à soustraire son auteur aux prescriptions de présent chapitre. Bon, peu importe, mais l'idée c'est que ça peut viser aussi tout ce qui peut être aussi des activités de commerce des déchets. On sait qu'il y a parfois des particuliers ou autres qui font des commerces hors terrain, en fait des vrais dépôts sauvages organisés. Ça arrive malheureusement. Alors, dans les dépôts sauvages, on a rencontré plein de situations différentes. Si je me focalise un petit peu sur les déchets ici, on va être sur les encombrants, les déchets, dans l'approche service public de collecte des déchets. Ce sont ces encombrants qu'on peut retrouver déposés dans les centres-villes. Les déchets de construction qui sont laissés par des entreprises du BTP à l'abandon ou déposés.
Parfois, ça peut être directement dans un bras mort, dans un cours d'eau ou dans une forêt, peu importe, que sais-je, le long d'une départementale. Enfin, vous connaissez aussi bien que moi, malheureusement, la réalité de toutes ces situations. Les décharges sauvages de tout type de déchets. Ça peut être les ménages qui discrètement vont se débarrasser de la machine à laver qui est tombée en panne et hop, ils sont estimés qu'elle serait très très bien dans le décor au milieu d'un petit bois. Mais aussi parfois d'ailleurs des déchets dangereux et on a régulièrement parfois aussi des situations de ce genre-là. Parfois de manière très organisée. En Île-de-France, il y a un réseau qui est en train d'être démantelé où il y avait carrément un commerce de gravats et de terre polluées qui est en train d'être démantelé. Donc on voit des choses assez sidérantes, quelles que soient les régions. J'évoque le cas de l'Île-de-France, pas par parisianisme que je ne suis pas, mais tout simplement du fait que voilà, on a suivi de près ce dossier-là. Donc, finalement, ce qu'on va pouvoir sanctionner avec l'arsenal juridique dont on dispose, qui est par contre très éclaté, que vous avez retrouvé à la fois dans le code pénal, dans le code de l'environnement, et ainsi de suite, ce sont finalement tout ce qui va sortir du circuit normal. Et ça va concerner aussi bien des déchets sur la voie publique, sur la propriété d'une personne publique, sur la propriété d'une personne privée. Le seul problème qu'on va avoir finalement, c'est que la gestion par contre de biens, de déchets pardon, qui sont sur une propriété privée, vont être parfois plus problématiques pour notre intervention parce qu'on a aussi des surcouches, et ça c'est un des problèmes qu'on rencontre sur tous ces textes-là, c'est comment j'articule les textes entre eux, et notamment comment j'articule par exemple la nécessité d'intervenir sur ces déchets, et quand je dis nécessité, nécessité même d'agir vite, parce que comme il a été évoqué juste avant, il y a un effet d'entraînement. S'il y a commence à avoir un déchet, un dépôt, un endroit, il y a un effet d'entraînement ça déresponsabilise les personnes qui du coup se disent c'est bon, c'est open bar, je peux les jeter des déchets. Et en fait, du coup, on a parfois articulé voilà, ces questions de je constate l'infraction, mais il y a un problème d'accès à la propriété. Si elle est clôturée, je ne peux pas violer l'accès à la propriété, donc il faut sans doute que je fasse deux, trois autres actions, voire même que je fasse une demande en justice pour pouvoir intervenir, voilà, et ainsi de suite. Alors, il existe trois manières, trois leviers pour agir sur les dépôts sauvages. Il y a d'abord, ceux que je voyez ici en bloc rouge, la voie pénale. C'est-à-dire que, au niveau du service, que je dispose de pouvoir de police ou pas de pouvoir de police, je peux constater qu'il y a une situation anormale et je peux déposer plainte. Et ça, c'est un aspect important à retenir, c'est-à-dire qu'à tout moment, je peux, comme vous pouvez, hein, en tant que simple citoyen, vous constatez une infraction, on peut aller la rapporter et n'en rapporter pas très beau, mais déclarer ce que j'ai constaté, sachant d'ailleurs que je ne parle pas des ce qui domaine potentiel, mais que en tant que citoyen, si on est témoin de quelque chose qui est domaine délictuel ou criminel, on a une obligation légale de le signaler, en fait. Voilà. C'est le long classique, la personne qui dénonce pas un meurtre qui a eu lieu dans la famille ou que sais-je, un crime, bah, je suis complice. Voilà. C'est un peu la même chose. Je prends un cas extrême, évidemment, mais en réalité, ça s'applique à cet aspect-là. Donc, je suis sur un service, autorité GMAPN, un PNR, un syndicat ou une communauté, il n'y a pas de pouvoir de police, il n'y a rien. Je peux quand même constater et je du coup eh bien, déposer plainte en gendarmerie ou police nationale et normalement, ça peut suivre son cours. Et je vous dirais que pendant longtemps, c'était à peu près la seule voie qu'on avait. Alors parfois, ça peut être le maire qui était aussi à l'origine là-dessus, en constatant, et parce que le maire a aussi une casquette d'officier de police judiciaire, qui du coup peut enclencher des procédures. Mais derrière toutes ces procédures-là, à part ce qui est du domaine contraventionnel, glisse entre les mains du procureur. Et on va être honnête, c'est vrai qu'on a du mal à sensibiliser les procureurs sur toutes ces choses-là. Parfois même au niveau de la gendarmerie, hein, à sensibiliser, mais souvent c'est le procureur où ça se finit par un rappel à la loi, parce que en fait les services sont débordés et qu'en fait on a aussi une voie pénale qui est mal formée à ces questions-là. Maintenant, je pense quand même que le pénal aboutira de plus en plus tout de même,
parce qu'il y a comme une sensibilisation globale sur les enjeux environnementaux qui font que les procureurs prennent ces questions-là peut-être un peu plus au sérieux qu'il y a une vingtaine d'années. Vous avez la responsabilité civile. Je viendrai après sur la responsabilité pénale, où là, c'est un aspect qui est important. C'est-à-dire que responsabilité civile, c'est une personne A qui se plaint d'une personne B parce qu'elle a porté atteinte à ses droits. Et à un moment donné, si vous êtes propriétaire d'un terrain, que vous êtes victime de dépôt sauvage, ou vous êtes voisin d'une parcelle où le voisin fait des dépôts sauvages, c'est vrai que la force publique peut intervenir. On peut engager une procédure pénale, une procédure administrative. Mais à un moment donné, il est utile de rappeler aussi que les personnes, si elles s'estiment victimes, eh bien, elles-mêmes peuvent agir. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène parfois où on voit un grand classique, c'est des personnes qui disent ah, mais je suis victime d'un dépôt sauvage, vous devez faire quelque chose au niveau de la commune, au niveau de la communauté ou que sais-je. À un moment donné, il faut rappeler aux personnes qu'elles peuvent se prendre en charge aussi. On peut les aider, mais elles peuvent se prendre en charge. Et plutôt que de taper sur la commune en disant vous faites rien contre les dépôts sauvages, non, on y va ensemble. Et vous, Monsieur Dupont, vous pouvez aussi porter plainte contre X sur le fait qu'il y a eu un dépôt sauvage, ou si la personne est connue, c'est parce que c'est le voisin, ou si c'est votre voisin et ça vous crée un trouble parce que il y a l'odeur des déchets qui se décomposent, etc. Eh bien, vous pouvez aussi porter plainte. Et il s'agit souvent du coup d'accompagner. C'est-à-dire que le rôle parfois, c'est de plutôt que d'être celui de la commune qui se font tous les coups alors qu'on subit aussi les problèmes de déchets, c'est de dire aux personnes, on se mobilise ensemble, voilà, et on les accompagne. Et ça permet justement du coup que ces personnes-là se focalisent sur les bonnes personnes. Et ce que je dis là est vrai dans plein de domaines, notamment sur tous les conflits liés à l'assainissement, tout ce qu'on appelle les troubles du voisinage en réalité. Le réflexe souvent de personnes est de taper sur la personne publique parce que c'est vachement plus drôle. Mais la réalité, c'est que non, ces personnes-là, si elles s'estiment vraiment victimes, elles peuvent agir, et pas forcément contre la personne publique, mais contre la bonne personne. Et plutôt que de faire du coup de ces personnes-là des ennemis, on en fait des alliés. Voilà. Après, il y a la responsabilité administrative dont je vous parlerai justement un peu plus, parce que c'est ce qui a été renforcé ces dernières années. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que puisque la voie pénale est quand même engorgée, eh bien, il était peut-être opportun de créer une nouvelle voie qui était vraiment de pouvoir créer ce qu'on appelle les sanctions administratives, l'amende administrative. Et c'est ce qui a été renforcé notamment par la loi de l'année dernière, même si celle-ci, on en a peu parlé finalement, puisque juste après, on a confiné et ainsi de suite. Et c'est vrai que du coup, on a peu parlé du renforcement de ces mécanismes-là à cause du reste de l'actualité qu'on avait. La voie administrative, elle repose en grande partie sur ce qu'on appelle les pouvoirs de police. Pouvoir de police, je vous rappelle que finalement, quand on agit au niveau local, c'est au titre de deux types d'interventions. Soit au titre des services publics et des compétences, et c'est compétences de la communauté ou d'un syndicat ou du PNR, et ainsi de suite. C'est ce qu'on a dans les statuts. Mais on a aussi ce qu'on appelle les pouvoirs de police, qui sont parfois liés avec les compétences, qui se croisent. Mais le pouvoir de police, en fait, c'est du fait qu'on a un représentant de l'État qui peut déléguer ses pouvoirs d'autres personnes, c'est le maire. Et quand le maire intervient au titre de ses pouvoirs de police, c'est pas tant au titre des compétences de la commune, mais au titre de pouvoirs propres qui lui ont été conférés par l'État en tant que représentant local de l'État à l'échelle de la commune. Lequel pouvoir de police peut être transféré, dans certains cas, au président de communauté et même de syndicats de collecte en matière de déchets. Et c'est donc là-dessus qu'on va parler. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est plus les pouvoirs de police. On va rappeler une chose, c'est que le maire a des pouvoirs de police dits généraux, de police générale, et il veille de manière générale à la salubrité de sa commune. Ce pouvoir de police-là, il l'a toujours. Ce qui fait que de manière générale, il y a un trouble sur la commune, il peut prendre tout un ensemble de décisions pour faire cesser les troubles. Et ça peut être interdire même des accès, des choses dans le genre, si c'est mesuré par rapport au problème. Donc je suis maire, je constate qu'on a un problème récurrent de dépôt sauvage, je peux interdire la circulation aux véhicules de telle heure à telle heure pour éviter que les gens viennent avec des véhicules les rejeter. Je peux mettre tout en son interdiction. La seule chose, c'est que la décision de police, comme c'est une restriction de liberté en général, doit être
compensé, doit être mesuré, pardon, équilibré par rapport à ce qu'on veut prévenir. Il peut faire exécuter tout un ensemble de décisions en la matière. Nous, on ne va pas s'attarder trop sur le pouvoir de police général, mais on va s'attarder sur le pouvoir de police spécial. Le pouvoir de police spécial en matière de déchets, il en existe deux. C'est une manière générale de réglementer l'activité, c'est de prendre justement des règlements de collecte qui vont interdire justement certaines pratiques, qui n'a pas besoin d'être énormément redétaillé, mais qui peut être utile. Et il y a un pouvoir de police lié à la lutte justement contre les dépôts sauvages. Alors, juste une petite remarque, ces deux pouvoirs de police-là, ils peuvent être transférés à l'échelle de la communauté compétente en matière de collecte et de traitement des déchets, et voire même au syndicat de collecte, s'il y a un syndicat de collecte. Je vous passe les détails, de toute façon c'est un petit peu passé désormais, mais le pouvoir de réglementer l'activité est transféré par défaut au président de la structure compétente en matière de collecte par les maires, sauf si les maires s'opposent dans un délai de 6 mois à partir de l'élection du président. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu historique aujourd'hui, parce que dans tous les territoires se sont prononcés depuis le dernier renouvellement général. Ça, c'est le pouvoir de réglementer l'activité. Et bizarrerie des textes, mais la loi du 10 février 2020 a prévu qu'on peut aussi transférer le pouvoir de sanctionner les dépôts sauvages au président compétent en matière de collecte. Mais là, ce n'est pas un transfert qui est automatique, c'est un transfert qui se fait au cas par cas. Ce sont les maires qui disent bah, nous, on aimerait bien que ça soit coordonné à l'échelle non plus de la commune, mais de la communauté ou du syndicat de collecte. Et donc, nous, maires, on propose le transfert de ce pouvoir de police au président de la structure compétente en matière de collecte, ce qui permet de pouvoir se doter plus facilement d'une brigade environnementale ou des choses dans le genre, même si on peut créer une brigade environnementale sans transférer les pouvoirs de police. Ça permet du coup donc, de doter le président d'un pouvoir de sanction. Alors, pouvoir qui n'est rien si on ne lui donne pas les moyens humains en réalité pour le faire, hein, soyons clairs. Mais justement, ça va être quoi ce pouvoir? Je passe sur ces choses, je passe sur ces petites choses-là. Je vais revenir après. Je vais juste décider finalement de revoir un petit peu la procédure. Le pouvoir de police qui est proposé au transfert, c'est celui-ci. C'est-à-dire que le maire ou le président qui a été transféré, et quand je dis le maire ou le président, ça peut être en réalité les agents qui interviennent pour le compte de celui-ci, avec une différence si les agents sont assermentés et agréés ou pas. S'ils sont assermentés ou agréés, ils peuvent faire les actes eux-mêmes. S'ils ne sont pas assermentés ou agréés, ce sont les simples agents du service. Quand je dis simple, rien de péjoratif, si ils n'ont pas la qualité pour dresser eux-mêmes les procès-verbaux, eh bien, ils font des actes préparatoires, mais c'est le maire ou le président qui signe. Voilà. Eh bien, le maire ou le président de la structure va identifier le dépôt sauvage, très simple procès verbal, et voilà, on va voir si l'auteur est identifié. Alors, l'auteur est identifié, ça veut dire tout de même en général, soit il a été pris sur le fait, soit sans que je sois obligé de faire trop de procédures d'instruction, je trouve sur les dépôts sauvages une preuve qui fait que sans trop instruire, je vois qui est responsable. Vous allez voir après pourquoi je rentre dans cette subtilité de nécessité d'instruire ou pas instruire. Prenons un cas très simple. Il y a un dépôt sauvage, la personne a laissé plein de déchets et elle a perdu sa carte d'identité ce jour-là, ou la plaque d'immatriculation du véhicule. Ça peut arriver. Eh bien, je notifie à la personne que j'ai constaté le dépôt sauvage, que j'estime qu'elle est responsable, et ainsi de suite. Et cette personne a 10 jours pour pouvoir formuler ses observations. Et je précise d'ores et déjà dans cette première demande qu'elle sera passible d'une amende administrative et de tout un ensemble d'autres procédures. Passé le délai de 10 jours, si la réponse ne me satisfait pas ou qu'il n'y a pas de réponse, je donne un caractère effectif à mon amende. Donc, je la confirme. Et mon amende, elle peut être elle peut aller jusqu'à 15 000 euros. Boum. Avec en plus d'obligations de remise en état et ainsi de suite. La réalité, c'est que bien souvent, je pense qu'il y aura une amende sans la remise en état à la charge de la personne pour pouvoir aller vite sur la remise en état en le faisant faire par le service. Parce que le problème, c'est que si la personne laisse ça
mais qu'on laisse à une personne 1 mois pour mettre en état, il y a l'effet d'entraînement qu'on avait évoqué. Sauf si vous mettez en place des mesures où il y a à la fois la personne doit remettre en état, mais on met des mesures hyper strictes de contrôle pour pouvoir éviter qu'il y ait de nouveaux déchets. Mais bon, vous n'allez pas mettre un agent à demeure en permanence. Voilà. La personne est donc passible de cette amende. Ce qui est important, c'est que le mécanisme a donc été renforcé là, en février dernier, il y a 1 an. Avant, l'amende administrative, elle arrivait qu'après tout un ensemble de procédures de mise en demeure renouvelées et ainsi de suite, la personne ne réagit pas. Bref, l'amende, elle intervenait bien plus tard, finalement, parce que la personne, non pas parce que la personne a fait un dépôt sauvage, mais parce que la personne n'avait pas eu finalement cet acte de rédemption consistant à retirer son dépôt sauvage, ce qui était contre-pédagogique. Là, désormais, ce qu'on sanctionne, c'est le fait même que la personne a fait un dépôt sauvage. La personne, également, j'ai sorti ma décision de police au-delà de l'amende, d'ensemble de décisions qui peut être, je lui demande de consigner une somme qui correspond au montant des mesures prescrites, c'est-à-dire qu'il y a des sommes qui vont être consignées, bloquées, pour la remise en état. Je peux faire procès d'office la remise en état à la charge de la personne, et à mon avis, c'est plutôt ça qu'il faut plutôt viser en général, parce que faut que j'aille vite. Si c'est une association classée, une activité industrielle, je peux suspendre l'activité, mais en réalité, ça, c'est plus simple pour la police du préfet. Je peux ordonner le versement d'une astreinte aussi, c'est-à-dire tant que la personne ne s'exécute pas, elle peut y avoir une astreinte de 1 500 € maxi par jour. Alors évidemment, tout ça, quand je dis 15 000 € maxi, 1 500 €, c'est ajusté en fonction de la gravité. Ce qui veut dire aussi que chaque territoire doit se doter un peu d'une forme de grille de lecture sur comment je sanctionne, de telle sorte qu'il y ait une cohérence d'ensemble. Et je peux, même si la personne ne s'exécute toujours pas, ordonner une amende administrative supplémentaire qui, elle, est au plus égale à 150 000 €. Donc, vous voyez, l'arsenal s'est pas mal renforcé et peut être assez intéressant. Je vous ai mis ici, dans le support que vous aurez, des descriptifs de ce que j'ai évoqué, un peu plus détaillés, sur lesquels on pourra revenir. La question qui se pose souvent, c'est de dire, oui, d'accord, mais concrètement, comment je peux constater? Alors, 2 choses l'une. Ça peut être par le tigre du pouvoir de police. Le maire, ses adjoints ou le président, s'il y a eu un transfert, les agents qui ont été affectés à cet effet. Quand on dit le maire, ça ne veut pas dire forcément que c'est lui qui fait tous les actes. 2 cas de figure. Soit le service a constaté quelque chose, il va remonter les informations au maire, c'est lui qui va prendre la décision, parce que c'est lui qui est l'autorité compétente, parce que les agents n'ont pas la qualité pour le faire. Après, l'idéal, c'est qu'on peut avoir des agents assermentés et agréés. Alors, l'agrément est limité du coup dans un territoire, mais du coup, qui eux vont pouvoir constater et faire tous les actes de procédure. Ils interviennent sous l'autorité du maire, mais du coup, ça dégage un petit peu. La seule subtilité, c'est que sinon, la signature ne va pas être forcément la même. Ça va être fait par des agents. Une autre subtilité, c'est que le recours à des agents assermentés agréés, on est dans des cadres d'emploi qui sont très particuliers. Donc, d'abord, vous n'avez pas toujours ça sur votre territoire, mais en revanche, ça permet quand même d'avoir des agents qui sont souvent formés aussi pour ce genre de choses, ce qui évite aussi de faire tomber nos procédures faute d'agents qui ont pris l'habitude de rédiger des procès-verbaux et ainsi de suite. Autre aspect qui est intéressant, c'est que ces agents-là peuvent être à l'origine du coup d'une procédure à la fois administrative et pénale, puisque leur qualité d'agent assermenté permet du coup aussi de pouvoir faire une transmission procureur, ce qui fait que la même personne peut être sanctionnée en administratif et pénal. L'idéal, hein, dans le domaine dans lequel nous sommes, c'est que les cadres d'emploi les plus adaptés sont les agents de police municipale, les gardes champêtres, les ASVP, agents sécurité voie publique. Mais après, il y a d'autres cadres hein, qui existent, mais qu'on n'a pas forcément sous la main. Voilà, les inspecteurs de l'environnement, les officiers, les agents de police judiciaire, ça on a déjà évoqué, mais il y a aussi des agents des douanes, les chercheurs, ingénieurs et techniciens assermentés de l'Institut français de la recherche pour l'exploitation de la mer, les agents de l'ONF qui interviennent sur les périmètres de l'ONF, et ainsi de suite. Ce qui se pratique de plus en plus, c'est finalement de mutualiser à l'échelle d'une communauté, souvent, des gardes champêtres.
les gardes champêtres permettant justement de créer une forme de mutualisation avec 2-3 gardes champêtres à l'échelle de la communauté qui rayonnent et qui interviennent en la matière. Et souvent, on appelle ça du coup les brigades vertes ou brigades environnementales. Voilà. Donc ça, c'est assez efficace. Et l'avantage voilà, de ces cadres d'agents assermentés et agréés, alors attention, c'est pas la même chose. Hein. Assermenté, c'est que le maire les a assermentés, et techniquement, un maire peut assermenter tous les agents. Mais l'agrément, qui est en fait celui qui est nécessaire pour faire les actes de procédure, résulte d'une procédure qui implique le préfet. Et c'est limité qu'à certains cadres d'emploi. Voilà. Et du coup, parfois, on voit des confusions entre les deux, mais en fait, c'est bien, pour que l'agent puisse intervenir, il faut qu'il soit et assermenté et agréé. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir mettre en place l'ensemble de ces procédures de manière assez efficace, me semble-t-il. Et on a de plus en plus de territoires qui sont en train de se doter de ces outils-là. Après, évidemment, si les pouvoirs de police sont restés au niveau du maire, et que tous les maires n'ayant pas forcément des agents propres à sa montée ou agréés, bah, une solution est que les services du PNR, les services de la communauté on se met en place des procédures internes propres à chaque territoire, une forme de guide de procédure. On est en train de faire pour certains syndicats, certains clients, des guides de procédure de tout leur process qu'on doit adapter par rapport à la réalité, est-ce qu'ils ont des agents ou pas, et ainsi de suite. Et du coup, eh bien, le service constate une situation, il rédige des éléments de langage que le maire va du coup se réapproprier dans son acte. Ce qui fait qu'en réalité, en pratique, parfois, tout va être écrit par le service, mais c'est bien le maire qui va signer en bout de course parce que c'est lui l'autorité compétente. Voilà. Alors, évidemment, ça a plus de poids si le maire, dans ces cas, sur le coup, se déplace, parce que sinon, en termes de procédure, s'il est avéré que le maire a tout fait sur papier sur les dires uniquement des agents, ça peut être un petit peu limité. Ah oui, je voulais revenir sur une chose. Le problème qu'on a par contre sur les agents, c'est un problème et question qui est récurrente. C'est vrai que les agents de police municipale, les gardes champêtres, les ASVP, sont des agents, sont là pour, ne sont pas censés faire des actes de procédure, à la différence de la gendarmerie ou la police nationale. Ou plus exactement des actes d'instruction, excusez-moi. Ce qui veut dire que normalement, si on est sur un délit de flagrance, et a priori, c'est un peu ce qu'on aurait avec les pièges photographiques, j'en parlerai après. A priori, on n'est pas sur un acte de procédure, les personnes ont été prises sur le fait. Si il n'y a pas vraiment besoin d'instruire, voilà, la personne a laissé sa carte d'identité, on va dire. Là, c'est pareil, je ne suis pas sur un acte d'instruction. En revanche, si je commence à ouvrir les sacs, à rechercher, j'ai une facture, je fais des recherches internet pour trouver où est la personne, etc., si elle a déménagé, et ainsi de suite, je suis sur des actes d'instruction, ça devient un peu limite. Le mieux dans ces cas-là, et quand on est vraiment sur entre guillemets un gros coup, qu'on n'est pas certain, même si on a des agents assermentés agréés, c'est de faire venir la gendarmerie, parce qu'eux peuvent faire des actes d'instruction, et en fait, on crée un dialogue entre gendarmerie, commune, ce qui fait qu'eux instruisent, mais quand on a les informations du coup de ce point de vue-là, nous, au titre des pouvoirs de police, on peut prendre notre arrêté. Après, il faut relativiser aussi. Il peut y avoir des personnes qui vont avoir le culot d'essayer de contester, etc. etc. Mais souvent, la réalité, c'est que dans nombre de cas, la personne prise sur le fait ferme un peu son caquet. Voilà. Donc, c'est peut-être intéressant. Mais voilà, il faut être prudent. C'est une des limites aujourd'hui des pouvoirs d'instruction, on va dire, des agents. Une question récurrente aussi qui se pose, c'est la question de comment je me piège les personnes. Souvent, notamment, ça pose la question de pièges photographiques. A priori, les pièges photographiques sont pas mal utilisés par l'ONF. Enfin, en tout cas, il y a quelques temps, quand j'ai réussi un truc comme ça, c'était pas mal utilisé par l'ONF.
Euh, Ça rentre pas dans le cadre des règles sur tout ce qui est vidéosurveillance ou vidéoprotection, parce qu'on capture des images fixes. Et or, les règles sont très très strictes sur la capture d'images en mouvement, donc la vidéo. Donc, ne piégez pas ne piégez pas les personnes donc avec genre le smartphone bidouillé ou un Raspberry Pi ou je sais pas qui filme une vidéo, parce que si on est en vidéo, là on a un réel souci, c'est que normalement pour capturer de l'image en mouvement, je dois être sur des régimes spécifiques de vidéoprotection, de vidéosurveillance. Et là, du coup, je me mettrai moi-même en infraction. Les pièges photos, on est dans une zone grise, mais aujourd'hui, ça semble plutôt admis. Et le juge, en tout cas, clairement, semble admettre cette preuve-là dans les démarches. Voilà. Et donc, il est assez usuel d'utiliser ces outils-là pour pouvoir capturer la plaque d'immatriculation, etc. Et du coup, ça permet d'être plus en démarche flagrante qu'en démarche d'instruction aussi. Voilà. Juste une remarque à côté de ça, on a le pénal. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ce qui est en pénal parce qu'en réalité, vous voyez, il y a un arbre qui est monstrueux. Mais retenez qu'il y a, en fonction des situations, des textes très spécifiques. Ils peuvent relever le pénal, le fait de déposer sur la voie publique avec un véhicule ou en forêt avec un véhicule, ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là-dessus. On pourra je pourrais vous rajouter un petit tableau dans le support définitif qui est peut-être un peu plus clair que celui-là. Mais ce qui est intéressant à retenir, c'est qu'en fait, on a constaté que autant le pénal est instruit quand c'est des gros trucs, ceux qui sont passibles parfois de 2 ans d'emprisonnement et ainsi de suite, et voire 75 000 € d'amende, enfin voilà. Mais le pénal était peu dissuasif quand on était sur le domaine contraventionnel, avec 135 € d'amende, si vous voulez, c'était pas grand-chose. Et puis c'était ce qui était finalement, il y a toute une situation d'entre-deux qui n'était pas instruite. Globalement, j'aurais tendance à penser qu'aujourd'hui, il vaut mieux aller par la voie administrative, que vous maîtrisez de A à Z pour sanctionner les dépôts courants, malheureusement trop courants, on va dire. En revanche, quand vous êtes sur des situations extrêmes, c'est un business ou un truc dans le genre, on peut faire la voie administrative, mais là, ça vaut le coup d'aller sur la voie pénale, de passer également par la case gendarmerie, etc., parce qu'ils auront des moyens d'instruction aussi qui peut être intéressant. Et tout simplement parce que le procureur après peut s'en saisir et ainsi de suite là-dessus. Et ils seront plus enclins à le faire sur les situations de personnes qui sont, voilà, sur des cas extrêmes. On a organisé une casse privée occulte ou ce qui était une décharge à ciel ouvert occulte. Et là, sincèrement, il y a un moment donné, stop. Surtout que le problème de la voie administrative, c'est qu'on n'a pas d'outils pour sanctionner la récidive. Alors qu'au contraire, sur la voie pénale, s'il y a un précédent, même si c'était un rappel à la loi ou genre, mais si c'est un précédent avec une première condamnation, la personne qui récidive est dans des situations qui sont aggravantes, et ainsi de suite. Autre chose que je n'ai pas évoqué ici, mais avant de vous passer la parole, il y a des outils qui sont intéressants aussi. Si vous êtes à proximité d'un cours d'eau, il y a une voie pénale que je n'ai pas évoquée ici, mais le fait de laisser s'écouler des substances de manière directe ou indirecte dans le milieu naturel qui peuvent nuire à la préservation de la faune ou de la flore ou la reproduction de la faune, et suite, est passible aussi de sanctions pénales lourdes. Et ça peut être assez, enfin, si on est sur des dépôts qui peuvent laisser s'écouler des substances ou des choses dans le genre, parfois ça peut être un très bon outil. Alors, pareil, hein, c'est juste qu'on va être sur un autre axe au pénal, mais ça peut être un très bon outil massue pour taper sur les personnes. Ce qui fait que du coup, un même dépôt sauvage peut conduire à la fois à des sanctions typiquement dépôt sauvage et aussi ce type de sanctions-là. Voilà. Mais sur toutes ces démarches-là, à un moment donné, on glisse sur l'instruction pénale. Mais là, du coup, on peut aussi saisir les agents de la police de l'eau qui, eux, peuvent du coup sanctionner ces aspects-là. Donc,
parfois, ça peut être intéressant de jouer les complémentarités aussi de ce point de vue-là. Voilà, de manière très synthétique, mais je crois que j'ai même malgré tout dépassé un petit peu mon timing, ce que je pouvais évoquer pour qu'on puisse déjà se doter d'un panorama général sur ces questions-là. Merci beaucoup, Monsieur Landau. Donc, il y a plusieurs questions déjà dans le chat. Donc, on va déjà répondre à ces questions. Donc, je laisse la parole à Claire. Oui. Merci à nouveau à Monsieur Landau pour toutes ces informations. Alors, on a eu quelques questions qui ont été posées lors de vos inscriptions et là, on a eu quelques questions sur le chat. Ce qu'on vous propose pour plus d'interaction jusqu'à la fin de la réunion, il nous reste une vingtaine de minutes, c'est qu'on va arrêter le partage d'écran et puis on propose à ceux qui le souhaitent d'activer leur webcam et enfin à ceux qui souhaitent prendre la parole à lever la main également. Donc, première question qu'on avait eue, peut-être je vais vous poser, qui est en lien avec le dernier sujet de M. Landau. Perrine Arfaud du Parc de la Sainte-Baume demande si la vidéoprojection nécessite des autorisations préfectorales. Si les pièges photos ne sont pas considérés comme de la vidéoprotection, cela signifie qu'il n'y a pas d'autorisation spécifique à avoir. Point d'interrogation. C'est ça. C'est-à-dire que si vous capturez juste des images, alors voilà, bonne réaction sur les photos animées, ou comme on a aussi aujourd'hui avec nos téléphones, etc. Je recommande de bien faire attention au réglage, qu'on ne soit pas sur des photos animées, mais bien des photos distinctes. Alors après, si vous les imprimez, que vous les lisez très vite, vous pouvez refaire une vidéo, mais techniquement, ça reste des photos distinctes. Dès qu'on est sur du mouvement, on va glisser dans le régime de la vidéoprotection. Maintenant, soyons clairs, on reste très prudent sur les usages des pièges photos parce que avec tous les confrères, on s'accorde à dire qu'on est sur une zone grise et ça n'a pas été prévu par les textes, mais il n'y a pas en tant que tel, il n'y a pas forcément de règles en la matière. C'est vrai qu'après, il y a des choses comme le droit à l'image, etc. Mais enfin, le droit à l'image, c'est quand je fais un usage commercial ou autre d'une photo. Bon, c'est-à-dire que si vous retirez une photo pour dénoncer ce qui se passe, vous floutez le visage de la personne, des choses en genre, et puis voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, on est dans un cadre. A priori, on est hors de la vidéoprotection, donc c'est utilisé. Il y a eu plusieurs décisions de justice où le juge a admis son usage, alors plutôt sur des voies pénales aujourd'hui, hein, mais c'est trop de difficulté. Après, à une époque, je recommandais sur un endroit où on sait qu'il y a des dépôts récurrents, la logique du juriste serait de dire prenez un risque zéro, vous mettez ce site est sous surveillance photo. Oui, enfin d'un côté, la personne elle va aller ailleurs, donc on se tire une balle dans le pied. Voilà. Donc aujourd'hui, le consensus est plutôt de se dire la part de risque reste quand même relativement faible. Donc voilà, on le met. Par contre, dotez-vous de protocoles très clairs là-dessus. C'est-à-dire que si vous avez par le piège photo capturer un sanglier en soi, c'est pas très grave. Le sanglier ne vous fera pas un procès pour non-respect de son intimité. Si vous tombez sur un couple amoureux qui se protège dans la forêt, il y a un protocole très clair de suppression des photos. Voilà. On ne vous accuse pas de divulguer et de trahir la vie privée de certaines personnes. Ok, je vous remercie. Juste pour répondre à la tour du Vala qui vient de demander si les présentations seront accessibles. Donc, toutes les présentations seront accessibles et mises en ligne à la suite des 2 matinées. Donc, vous aurez en effet l'occasion de pouvoir les télécharger si vous le souhaitez. On avait également une autre question qui avait été posée par le syndicat du Calavon-Coulon lors de leur inscription qui demandait, donc c'est une question récurrente que se posent les syndicats de Rivière, quel levier est-il possible de mettre en place en cas de dépôt de déchets sur une parcelle privée par son propriétaire et dans le cas d'une parcelle privée par une personne qui n'en est pas propriétaire? Alors, là, c'est effectivement, on a le problème de l'accès à la propriété. Le pouvoir de police, néanmoins, peut porter sur la propriété en tant que telle, dans la mesure où quand on prenait un arrêté contre le brûlage, c'est forcément, on interdit des comportements chez la personne. Par contre, si vous avez besoin de constater le dépôt
chez la personne, c'est un peu plus compliqué. Parce que je n'ai pas le droit pour autant de faire une violation de propriété juste sur le fait que quelqu'un m'a dit qu'il y aurait quelque chose. Donc, s'il y a sauf évidemment un péril imminent, il y a le feu, quelque chose dans le genre, je peux difficilement intervenir. Si je peux constater des choses vues de l'extérieur, là, pas de problème, je peux constater. C'est si par contre je dois aller, voilà, la personne est propriétaire de plusieurs hectares, j'ai un voisin qui a dit que c'était plein milieu chez la personne. Alors, techniquement, il y a quelques jurisprudences qui nous disent que si c'est pas clôtureux et globalement, il n'y a pas en tant que tel d'atteinte à la propriété. Si c'est clôturé, ça devient plus délicat. Mais c'est un peu hasardeux. Le mieux dans ces cas-là, c'est éventuellement de recourir au juge pour pouvoir justement prononcer l'accès à la propriété qui me permettra d'aller constater. Après, si je suis une personne privée qui subit un préjudice, c'est un peu autre chose. La personne, elle peut tout à fait m'inviter. C'est-à-dire qu'en fait, je n'ai pas le droit d'aller sur la propriété d'une personne, de forcer à coup de Rangers le portail pour y accéder. En revanche, sauf s'il y a un péril ou des choses qui font supposer que là, je peux passer outre. Je vous dis pas de provoquer un feu discrètement pour pouvoir justifier d'y aller quand même, hein. Mais en revanche, c'est ce qui justifie si j'entends des cris, des coups de feu hors période de chasse. Bon, voilà. Mais sinon, je peux demander au juge, voilà, parce qu'il y a eu des plaintes ou des choses dans le genre, pour justifier que je puisse intervenir. Ou sinon, je fais appel aussi à la gendarmerie qui aura des moyens d'instruction supplémentaires. Après, si c'est une personne par contre qui se prétend victime, dans ces cas, la personne elle peut tout à fait vous inviter à venir constater. Ça, c'est pas un souci. Et donc là, oui, c'est une victime, on vient, on constate, boum, effectivement, il y a des déchets, et là, pas de souci. Et c'est là où il faut encourager cette personne elle-même à porter plainte, parce que le fait qu'il y ait une partie civile qui porte plainte pour un préjudice qu'elle a subi, d'abord, ça lui permet, elle, de se prémunir un petit peu qu'on est accusé d'être l'auteur des déchets, des dépôts, mais en plus, ça lie un peu plus le procureur sur les voies pénales. Donc, ça peut être intéressant. Tout comme, si le voisin se plaint d'odeur, etc., au titre du trouble du voisinage, il y a des grandes haies, on ne peut pas voir ce qui se passe, mais clairement, ça sent à plein nez le compost à une échelle industrielle, on va dire. Bon, ça constitue déjà des premiers éléments qui permettent de justifier un dossier pour demander de pouvoir faire instruire et constater sur la parcelle privée. Okay, je vous remercie. Je vais poursuivre hein, s'il n'y a pas d'autres demandes de prise de parole. Il y avait le CIMADREM également qui nous avait demandé si nous rencontrons souvent des stocks de plastique agricole sur des parcelles qui ne nous appartiennent pas et qui jouxtent nos digues. Ces plastiques s'envolent et se retrouvent chez nous. Que pouvons-nous faire pour éviter cela? Il faudrait en connaître l'origine. Donc, il faudrait pouvoir en connaître l'origine. Là-dessus, si j'ai vraiment aucune preuve sur l'origine, etc., je peux quand même engager une procédure, porter plainte. Je peux prendre un arrêté. Si on sait, les vents sont dominants dans tel sens, etc. Donc, je peux demander à ce que le maire prenne un arrêté, parce que là, c'est plus général que ce dont on est, qui interdit certains usages pour éviter que les vents, le ruissellement entraînent ces plastiques. Après, si vraiment j'ai un Monsieur problème Landau, si je récurrent, peux me permettre, on a juste un complément d'information de la part du CIMADREM qui indique dans le chat qu'il s'agit d'un stockage de plastique agricole en grande quantité avant évacuation. Et du coup, c'est pendant ce stockage que les plastiques s'envolent sur... Alors, plusieurs possibilités. Comme là, du coup, on arrive un peu à identifier. Le maire peut prendre un arrêté qui impose des prescriptions pour éviter
cet envol, il prend un arrêté de police au titre de la salubrité, tout simplement. Et là, pour moi, c'est le maire, parce qu'on était des pouvoirs de police généraux, en fait, police générale, pardon, là-dessus. Première chose. Deuxième chose, si moi j'ai subi de manière régulière cette chose-là, je peux aussi porter plainte. Techniquement, on ne sera pas complètement dans le dépôt sauvage parce qu'on est plus dans le domaine de la négligence qui conduit à ce déchet, mais on n'aura pas complètement l'élément intentionnel en la matière. Mais on peut quand même porter plainte, mais j'ai peur qu'on ne soit pas dans les canons de beauté exacts du dépôt sauvage. On est sur une vraie nuisance, mais par contre, on peut aussi jouer sur les voies du trouble du voisinage, qui peut permettre aussi d'obtenir une condamnation de la personne pour le trouble, pour la condamner à remettre en état, tout simplement. On avait le syndicat de Luvonne, je suis désolée, j'enchaîne sur. Il y a pas mal de questions. Le syndicat de Luvonne demandait qu'en est-il du constat des dépôts sauvages depuis un cours d'eau dans une propriété privée par un agent autorisé à s'y trouver par arrêté préfectoral, technicien de rivière par exemple. Bah, le technicien, s'il constate, il a toutes les raisons d'être sur la rivière, donc là-dessus, il n'y a pas de. Pour moi, je dirais qu'il peut constater. Après, ça dépend ce qu'il constate, mais oui, pour moi, il peut constater. Alors après, soit il est dans le cadre qui lui permet de prendre des actes directement en la matière, mais ça dépend aussi. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de pouvoir de police qui sont transférés au président de la GEMAPI. Donc l'agent va plutôt pouvoir être à l'origine du constat de la pollution, mais derrière, sans doute qu'on va être plutôt sur la saisine de la gendarmerie, quelque chose dans le genre, ou du maire au titre de ses pouvoirs de police. Mais par contre, le maire peut tout à fait s'appuyer sur ce constat-là, tout comme le maire peut signaler dans son acte que ça a été rapporté par tel agent ou par tel service qui sont à l'origine du point de départ de la démarche. En soi, c'est pas un souci. Okay. Du coup, ça me fait rebondir sur une question qu'avait posée le parc du Verdon, à savoir quels sont les leviers juridiques, une fois qu'on a constaté un dépôt, pour obliger une commune à faire nettoyer un dépôt sauvage de déchets, outre le recours au pouvoir de police du maire, qui s'avère parfois limité. Le problème, c'est que le pouvoir de police du maire, c'est celui d'intervenir. La commune, pour lui demander d'enlever le dépôt, très limité. Parce qu'en fait, alors, la commune a une compétence au titre de la propreté sur les voies publiques. Donc, sur les voies publiques, évidemment, on pourrait dire que la commune qui ne fait pas l'acte de propreté sur la voie publique, et quand je dis voie publique, les trottoirs, etc., engagerait sa responsabilité parce que du coup, elle est défaillante au titre de sa compétence. Mais si c'est sur une parcelle privée, on va être beaucoup plus limité. Si c'est sur son domaine public à elle, en revanche, il y a par défaut, le responsable du dépôt sauvage, c'est le producteur, mais le détenteur également peut engager sa responsabilité, faute d'identifier la responsabilité du producteur. Donc la commune qui pourrait être défaillante de ce point de vue-là, parce que c'est sur son domaine et qu'elle n'agit pas, public ou privé d'ailleurs, pourrait engager sa responsabilité à ce titre-là. Mais c'est vrai qu'en tant que tel, mes leviers vont être assez limités. C'est-à-dire que si c'est sur son domaine, je peux la mettre en demeure, elle ne le fait pas, je conteste et j'obtiens sa condamnation. Voilà, et après, obligation d'exécuter la décision de justice. Un peu dommage d'en arriver là. Mais si c'est sur une parcelle privée, pas grand-chose que je puisse faire en réalité, puisque c'est plutôt au propriétaire de la parcelle, au producteur de déchets, à défaut au producteur de la parcelle, de retirer. Par ailleurs, il y a toujours un débat, hein, si ce sont des dépôts qui sont au pied des containers ou ce genre, parce que c'est un grand classique aussi, c'est que finalement, c'est cette situation un peu grise, c'est-à-dire que les personnes qui ne pensent pas à mal, mais qui pensent à mal, mais qui n'ont pas l'impression que c'est moins grave que de le laisser dans la nature, qui déposent au pied des containers qui sont pleins, ça s'envole, voilà. On est souvent plutôt dans le domaine de la propreté, mais en fonction de votre règlement de collecte, ça relève parfois du service de collecte, soit ça repose du service de propreté, ça dépend complètement des règles de collecte qui ont été mises en place au territoire.
Ok. Et encore pour aller plus loin, il y avait Isabelle Poitou de Merter qui demandait, donc, comme les citoyens, les procureurs et la police ont le devoir et l'obligation légale d'agir sur les dommages graves causés à l'environnement et aux activités humaines s'ils sont mis au courant dans une procédure. Oui, tout à fait. Mais, Alors, après, il faut regarder exactement où ça commence, mais oui. ça veut dire qu'il y a un gros travail à faire. Vous disiez tout à l'heure au débarrage qu'il y avait un manque de considération et de mise en œuvre d'actions concrètes qui aboutissent par les procureurs et par la police, parce qu'il y avait un manque de sensibilisation, de sensibilité ou de connaissance sur ces thématiques-là. Je pense que ça fait partie des lacunes qui sont constatées. Moi, depuis que je travaille sur cette thématique, il y a un vrai... je pense que c'est l'un des freins à la mise en œuvre concrète d'actions, aussi une prise de conscience du caractère grave du signal donné à la population. C'est-à-dire que si la réglementation, les lois qui existent, il y en a beaucoup, on l'a vu, il y a tout ce qu'il faut. Si ces réglementations étaient appliquées et qu'elles étaient prises au sérieux par ceux qui sont censés la faire appliquer, je pense que la population se comporterait différemment. Je pense que c'est un des axes qui me paraît, moi, depuis que je travaille sur le sujet, qui me paraît très important à creuser. Et je ne sais pas comment, moi je connais très mal le monde du droit et des acteurs. Non, mais alors, je rejoins complètement. Pour moi, l'arsenal juridique, il est là, il est toujours perfectible. Hein. Mais on voit bien, on est dans un pays où on aime bien rajouter, dès qu'il y a un nouveau problème, on recrée de nouvelles règles alors qu'elles existent en fait. Et je ne sais pas que dans ce domaine-là. Le problème aujourd'hui, c'est finalement, on y va, on le fait. Et aujourd'hui, c'est vrai que les procureurs, ils sont déjà en retard sur des dossiers de délits corporels, des choses dans le genre, et ça passe à coup de la trappe. Il y a trop souvent ce sentiment de se dire, oui, bon, l'enjeu environnemental, on s'en fout un peu. En tout cas, il y a une vingtaine d'années, c'était flagrant. De plus en plus, il y a des personnes qui sont sensibilisées là-dessus. Mais c'est pour ça que du coup, le fait de se doter d'une brigade environnementale sur un territoire, c'est quand même pas mal. Et notez que même si on a le garde champêtre est soit un agent qui est formé et sensibilisé sur ces questions-là, par exemple. Donc ça peut être assez intéressant. Et du coup, c'est marrant parce que cette profession qui était en perte d'intérêt, à un moment donné, le législateur était question qu'il le supprime au profit que de la police municipale. Hein. Et finalement, on a au contraire redynamisé cet outil-là, ce statut-là. On a recalé tous les outils de mutualisation avec les mêmes régimes que la police municipale, en se disant finalement, c'est pas forcément mal, c'est plutôt adapté. Et ça permet éventuellement d'avoir parfois les communes qui gardent leurs agents de police municipale, mais par contre, pour l'aspect environnemental, on a une brigade spécifique basée sur des gardes champêtres. Donc, je pense qu'il y a une plus grande sensibilisation depuis quelques années. La population est plus sensibilisée au phénomène environnemental. Le problème, c'est entre sensibiliser et être responsable, c'est deux choses différentes. Mais donc, du coup, voilà, je pense que les procureurs vont agir un peu plus, mais c'est sûr que si on se dote au niveau local de personnes avec la possibilité de faire des actes, à un moment donné, ça va mettre un peu la pression aussi sur le volet pénal pour pouvoir sanctionner les cas les plus graves, à mon avis. De même, moi, je constate qu'on commence à avoir maintenant des agents en gendarmerie qui commencent à être sensibilisés, formés à ces questions-là. C'est une bonne chose, mais je n'aurais pas dit ça il y a encore 5 ans. Mais clairement, la pédagogie, c'est important. Et le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit, comme on dit. Le meilleur dépôt sauvage, c'est celui qui n'existera pas. Donc, de la sensibilisation, évidemment, à l'école, auprès de la population, expliquer en quoi c'est une nuisance. Voilà, c'est important. Après, j'ai vu sur d'autres questions, oui, il y a des choses par rapport à la chasse. Techniquement, tout ça, ce sont des déchets. Hein, et donc, ce sont des dépôts sauvages. Et donc, oui, le chasseur qui ramasse pas ses cartouches, normalement, est aussi l'auteur de dépôts sauvages. Il n'en a pas conscience. Et la fin de la question était sur les cartouches de chasse. Sur les cartouches de chasse, l'idée c'était de savoir quel recours les parcs ou un parc naturel a si ces cartouches donc, se retrouvent dans l'espace naturel protégé.
L'arsenal juridique qu'on a évoqué est tout à fait applicable. Le problème, c'est la preuve de l'auteur des cartouches, quoi. Si c'est pour aller chercher les empreintes digitales, on est clairement sur des actes d'instruction qui échappent à ce qu'on peut faire. Par contre, clairement, si à un moment de la chasse, on est un chasseur qu'on surprend de ramasser ses cartouches, et voilà, faut le dire. Par contre, je pense que là, il peut y avoir un enjeu réel de sensibiliser les chasseurs à travers leur propre organisation en expliquant que faites gaffe, quoi. Normalement, c'est passible d'amende. Donc, au-delà de ça, vous essayez au niveau du monde de la chasse de donner une image environnementale depuis quelques années, etc. Soyez cohérents jusqu'au bout, faites ramasser les douilles, quoi. Pas les cartouches. Les douilles, c'est-à-dire qu'ils utiliseront des trucs, des armes d'un autre calibre. Et est-ce que les préfets peuvent inciter les gendarmeries, la justice à mieux prendre en compte les délits et procédures liés aux déchets? L'État, de manière générale, peut mettre l'accent là-dessus, potentiellement. Il y a clairement, de toute façon, ces dernières années, une volonté de remettre un peu plus l'accent sur l'environnement. Après, il y a ça, puis il y a la réalité des effectifs, et ainsi de suite, qui fait que il y a toujours un risque que ça ne soit pas fait suffisamment. Il y avait également Sandrine Albedel donc de l'Arbe qui demandait si le transfert du pouvoir de police est-il exclusivement lié au dossier identifié sur la durée de traitement et de clôture du dossier ou est-ce plus large? Sandrine, Non, si jamais... oui, le transfert de pouvoir de police n'est pas action par action. Le transfert de pouvoir de police pour cet aspect-là, s'il est fait donc au président de la structure compétente en matière de collecte de déchets, est intégral pour l'ensemble des infractions qui seraient constatées. Donc c'est un tout ou rien. C'est pas action par action. Et pour la durée du mandat, c'est-à-dire qu'à chaque renouvellement de présidence, remise à zéro des compteurs et les maires décident à nouveau le transfert de fonds. On a une question par rapport au lien avec la taxe GEMAPI. Est-il possible de savoir ce que prévoit clairement la loi quant à la mobilisation de la taxe GEMAPI pour le financement des actions de ramassage de déchets sur les cours d'eau? Voilà, c'est peut-être un petit peu en décalé, mais vu que je sais que vous avez également fait pas mal d'outils pour rendre accessible tout le contenu de cette loi, de cette compétence. Oui, puis j'ai un sujet que j'aime bien aussi. Je suis partagé. L'entretien. Le problème, c'est que d'abord, le pouvoir de police en lui-même est rattaché à la compétence déchets. Première chose. Deuxième chose, la taxe en elle-même est mobilisée pour vraiment en sens strict pour la GEMAPI. Et c'est vrai que la GEMAPI en tant que telle, il y a un volet entretien du cours d'eau, donc à la limite une grande opération de retrait de tous les déchets et ainsi de suite qui sont dans un cours d'eau. Bon, c'est pas l'entretien normal du cours d'eau, mais de fait, c'est un entretien pour le remettre dans son état. Mais on est vraiment à la jonction. Entre nous, je recommanderais pas la mobilisation de la taxe GEMAPI pour une opération qui est ciblée que déchets pour préserver le cours d'eau. Allô? En revanche, je ne recommanderais. En revanche, si vous intégrez un petit volet déchets dans une opération plus large d'entretien du cours d'eau sur lequel il y a eu une DG et ainsi de suite, à mon avis, ça passera inaperçu. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais je ne le ferai pas que sur une opération ciblée que déchets. Voilà. En revanche, il y a une chose qui peut être envisagée, c'est une démarche un peu partenariale. C'est-à-dire que si on sent que nous, autorité gémapienne, on est sur une action qui nous intéresse, mais
qu'on est sur une action aussi qui va intéresser au titre des déchets et des dépôts sauvages, rien ne nous empêche de se mettre à deux sur une opération copilotée entre deux entités. C'est-à-dire que parfois, c'est quelque chose qu'on se rend compte de plus en plus sur la GEMAPI, c'est que on voit bien sur les ouvrages, il y a des ouvrages qui ont un usage GEMAPien et non GEMAPien, ou des actions que je vais porter qui sont à la fois des actions GEMAPiennes, mais aussi au titre des ENS, qui sont une compétence du département, par exemple. Je peux avoir des opérations qui sont finalement groupées avec plusieurs acteurs autour de la table et chacun finance à hauteur de ce qu'il veut porter. La région demande des compléments d'information par rapport au rôle que Citeo pourrait avoir dans la participation à l'enlèvement des dépôts sauvages et de manière plus globale, j'imagine les éco-organismes, est-ce qu'ils vont être amenés avec les dernières réformes à pouvoir également faire leur part? C'est une bonne question. Je ne suis pas spécialement au courant de ce que Citeo programme sur ces questions-là, malheureusement. Alors, désolé, je suis un peu obligé de botter en touche. Ouais, si je peux donner une toute petite information là-dessus, c'est lié à la directive 2019 sur les produits à usage unique. Et effectivement, Citeo, alors dans le cadre de son agrément actuel et qu'elle prépare pour l'avenir, j'imagine, il va y avoir une obligation à partir du 5 janvier 2023 de que cet éco-organisme ou celui qui aura l'agrément prenne en charge le nettoyage des dépôts sauvages. Donc, ils sont dans une phase de préfiguration avec des phases tests et des expérimentations qui vont lancer sur le territoire régional, national et avec un focus en région. On est en train de voir avec eux d'ailleurs. Mais voilà, il y a dorénavant tout ce qui concerne les dépôts et les déchets nomades, on va dire, qui ne relèvent pas des déchets qui sont gérés par les particuliers chez eux et donc collectés par la collectivité. L'éco-organisme a dorénavant une obligation d'aller jusqu'au nettoyage. Donc, c'est un élément absolument central pour nous en termes de financement de toute cette problématique-là. Voilà, ils vont devoir couvrir de la prévention, de la prévention jusqu'au transport et au nettoyage. Donc, ça, c'est quand même un élément assez fondamental qu'on va suivre de très près. Parce que ça nous permettra effectivement d'avoir… Alors, ils ne sont pas super chauds, forcément, parce que ça va être un coût assez astronomique. Mais donc là, on part sur des idées de tests sur le sujet, mais c'est un volet, je pense, alors au-delà de GEMAPI et des possibilités de financement qui, à mon avis, sont effectivement pas forcément ciblées. Et puis, je voulais rajouter aussi, je suis désolée, je suis entre deux réunions, vous m'en excuserez, mais je n'ai peut-être pas tout entendu, mais par rapport au pouvoir de police, on a quand même aussi maintenant l'OFB qui a des pouvoirs en termes, y compris sur le terrain, peut-être nos collègues de l'OFB sont là, je crois aussi. C'est aussi un sujet il y a déjà eu en l'occurrence une action en région sud, mais là aussi, je pense qu'on a des nouvelles forces vives, on va dire, qui peuvent être mobilisées sur ces sujets-là. Tout à fait. De manière générale, à un moment donné, quand là, on se focalise vraiment sur ce qu'on peut faire à l'échelon de ce qu'on appelle le bloc communal, mais il y a des moments, il est utile de s'appuyer clairement sur aussi les pouvoirs de police des autres. C'est vrai que j'ai évoqué souvent la gendarmerie parce que je restais dans l'optique du dépôt sauvage classique, mais lorsqu'on a interaction avec le milieu haut, lorsqu'on est sur l'interaction sur la préparation globale, milieu, etc., il est utile de s'appuyer sur le pouvoir de police des autres aussi, clairement, tout à fait. Mais M. Repart, peut-être… Oui, M. Repart, je vous laisse la parole si vous souhaitez compléter. Oui, bonjour à tous, Cédric Repars à l'OFB, direction régionale PACA-Corse. Donc, il y a une particularité, c'est que les inspecteurs de l'environnement affectés à l'Office français de la biodiversité ne sont pas compétents sur les articles déchets du Code de l'environnement. En fait, il y a deux types d'inspecteurs de l'environnement. Il y a les inspecteurs de l'environnement eau et nature et les inspecteurs environnement ICPE. Et ce sont les inspecteurs environnement ICPE qui sont compétents sur ces articles-là, donc qui sont en capacité de mettre en œuvre soit les suites administratives ou les suites judiciaires. Mais par contre, on peut intervenir quand il y a d'autres infractions qui ont été constatées sur les réglementations pour lesquelles on est compétent. Typiquement, c'est les remblais en lit majeur ou en zone humide, ou à partir du moment où les déchets portent atteinte à des espèces protégées. Donc, on peut intervenir via ces infractions-là. Voilà.
Et on a aussi compétence sur le code pénal pour constater les abandons de déchets, mais voilà, ça reste assez limité. La contrainte, en fait, c'est d'arriver à déterminer qui a déposé les déchets et voilà, à tomber et à trouver la personne responsable. C'est souvent la difficulté, en fait. L'arsenal réglementaire est quand même assez bien dimensionné, mais la difficulté, c'est d'arriver à trouver les auteurs. Voilà. Tout à fait. Pour résumer rapidement. Pour rebondir sur ce que vous venez d'évoquer, quand j'ai discuté avec une communauté qui avait mis en place une brigade environnementale, ils expliquaient qu'ils arrivaient à trouver l'auteur que dans 1 cas sur 4 à peu près. Peut-être même un peu moins parce qu'on se demandait si c'était pas un peu optimiste que c'est 1 cas sur 4. Mais qu'en réalité, lorsqu'ils sont tombés sur le bon cas, ils y vont à fond. Ils communiquent à fond. Presse locale et ainsi de suite, pour en réalité aussi les vertus pédagogiques du fait de dire attention, aujourd'hui on chope les personnes. Et peu importe même que les statistiques ne soient pas si bonnes que ça, c'est-à-dire qu'il y a un côté dissuasif qui se crée du fait qu'il y a eu quelques personnes qui ont été chopées sur le territoire. Voilà. Et il y a un autre aspect qui peut être intéressant à mobiliser. Alors, ce n'est pas pour tous les cas, mais pour un certain nombre en tout cas, c'est que les dépôts, ils sont réalisés par des professionnels qui ont été payés pour une prestation d'élimination de ces déchets en décharge agréée et qui voilà, ils vont déverser ça dans un site par opportunité et qui se mettent cet argent dans la poche. Donc, on a souvent de l'escroquerie, en fait, sur ces pratiques-là, des infractions qui parlent beaucoup plus aux procureurs. Voilà, de la part de professionnels, cet outil-là peut être intéressant à mobiliser et on l'a mobilisé sur un certain nombre de constats qu'il y a en PACA. C'est comme en région parisienne, on a des gros trafics de remblais. Alors on sort de la thématique déchets plastiques, mais c'est des infractions qui sont très rémunératrices pour les personnes qui mettent en œuvre ces opérations. Et donc, aller constater des infractions avec des services de police généraux qui vont pouvoir récupérer ces infractions-là, ça parle aussi beaucoup plus aux procureurs qu'uniquement l'entrée impact sur l'environnement. Oui. Et on est dans la complémentarité. On a 2 approches, effectivement. Et d'ailleurs, sur les inspecteurs ICPE, à ma connaissance, ils ont autorité sur tout ce qui relève des charges illégales, justement, qui sont de l'ampleur de celles que vous signalez, monsieur. Et qui sont, c'est un processus très organisé et effectivement qui met, voilà, c'est des installations illégales, hein, très, très concrètement. Et vous avez raison, il y a eu des constats en région avec des attributions de marché public à ces structures, parce que ce n'est pas des vraies entreprises, même si elles se présentent comme telles. Et puis la notion de dépôt sauvage, parce qu'en fait, l'un peut parfois commencer par ça et puis ça devient une décharge illégale. Même si généralement, c'est carrément super organisé, ils prennent un espace naturel et puis ils s'installent. Ce n'est pas à partir forcément d'un dépôt sauvage. Mais les 2 approches sont nécessaires pour appréhender la question et c'est un peu dans ces angles-là, avec les complémentarités des compétences de chacun, qu'on souhaite travailler justement. Je me permets de rebondir rapidement. Il y a le temps avance et on a déjà quelques personnes qui se déconnectent. Il y a quelqu'un qui doit s'en aller là et qui avait posé une question, donc je vais vous la poser en premier. Si le dépôt est effectué dans une propriété gérée par un notaire sans ayant droit, qui a en charge l'entretien du dépôt qui s'est effectué dans la dite propriété? C'est une très bonne question. Je suis pas sûr d'avoir la réponse. La question piège. Non, mais je pense surtout que notre droit n'a pas organisé quoi que ce soit. Le notaire a quand même des obligations de surveillance, c'est vrai, dans ces cas-là, mais malheureusement, je ne pourrais pas vous répondre comme ça. Je n'ai jamais rencontré ce cas de figure, donc ça, je ne l'ai jamais creusé, donc je ne pourrais pas vous dire malheureusement, je suis désolé. C'est vrai que parce que le notaire a des obligations, c'est vrai, mais elles sont quand même limitées. Ouais, je ne pourrais pas vous répondre, je suis désolé.
On avait également, je pense que c'était M. Ropard qui l'avait mis quand il s'était inscrit, il avait posé la question suivante. L'article L216.6 du Code de l'environnement réprime l'abandon de déchets en quantité importante dans les eaux superficielles. Cet article peut-il potentiellement être mobilisé dans le cas d'un rejet plastique via un réseau pluvial? Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment une thématique en émergence en ce moment. On parle beaucoup vraiment de ce transfert parce que quand on parle de vraiment pollution plastique en milieu naturel, on voit qu'il y a que le canal réseau pluvial est vraiment important. Bah, oui, à partir du moment si on peut faire établir le lien où le déchet plastique crée une atteinte environnementale à la matière, pour moi, oui, très probablement. Mais j'ai pas connaissance de... je n'ai pas connaissance de cas de mise en œuvre aujourd'hui de cet outil pour ce préjudice-là en particulier. Et enfin, je crois que j'avais encore une question. Un maire alerté par un dépôt peut-il mandater un huissier pour constat, assigner le propriétaire à faire l'enlèvement et si celui-ci ne le fait pas, la commune fait l'enlèvement et envoie la facture au propriétaire? Moi, je m'inscrirais quand même dans l'article qu'on a évoqué, 51.3, parce que j'ai un pouvoir de police en la matière. Par contre, rien ne m'empêche, au titre de mon pouvoir de police, de m'appuyer sur le constat d'huissier. Ce qui donne une preuve supplémentaire. À mon avis, la preuve que j'ai, moi, en tant que maire, est importante. Mais c'est vrai que l'huissier, notamment si j'ai pas d'agent familier là-dessus, l'huissier a quand même certaines habitudes à faire des constats. Il sait ce qu'il peut constater et ne pas constater. Donc, ça me permet éventuellement d'alimenter la preuve et en soutien de ma procédure. Après, j'ai pas forcément besoin de l'huissier pour pouvoir justement mettre en demeure de remettre en état, puisque j'ai cet outil avec l'article 553. En revanche, je peux quand même faire les deux. C'est-à-dire que je peux tout à fait à la fois être dans la procédure administrative et également demander par voie de justice est-ce que la personne soit condamnée en saisissant le juge. Mais l'intérêt me semble plutôt limité puisque j'ai ce pouvoir direct. Voilà. Par contre, comme l'huissier pour constituer la preuve, dans certains cas, ça me paraît être utile. Et donc, qui paye en fait? C'était ça, je crois, le fond de la question. Est-ce qu'on peut faire C'est l'intérêt de l'amende administrative, puisque l'amende administrative, à la différence de la contravention classique, l'amende administrative revient à la collectivité. Donc, en réalité, c'est l'amende administrative me permet de couvrir en partie mes frais de procédure. Certains vont même mettre juste l'amende administrative et l'utiliser pour pouvoir remettre en état aussi, même si je peux aussi avoir l'amende administrative et faire exécuter d'office aux frais de la personne la remise en état. Ça peut être deux choses comme distinctes. Je crois qu'on a transmis toutes les questions, à moins que je me trompe. Il me semble qu'on a... Je pense que c'est bon, hein. J'ai tout récupéré. Écoutez, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Landau, pour tous ces apports réglementaires. On voit que c'est un sujet compliqué qui dépasse très souvent les plastiques également. Je vais clôturer si ça va à tout le monde, puisque je vois que vous êtes d'ores et déjà quelques-uns à nous avoir quittés. De toute façon, tout le monde doit aller manger là avant de commencer l'après-midi. Je souhaitais remercier tout le monde, tous les intervenants, mes deux co-animatrices d'équipe et puis évidemment tous nos partenaires pour cette première demi-journée. Donc sachez, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la semaine prochaine, on réitère ensemble. Là, on vous propose une matinée de la même durée, donc 9h, 12h. Et cette fois-ci, l'idée, ce sera vraiment d'échanger ensemble sur la base de vos retours d'expérience qu'on a identifiés grâce à l'enquête qu'on vous avait fait
qu'on vous avait transmises et dont je vous ai fait état du bilan tout à l'heure. Voilà, je remercie tout le monde et donc j'espère vous retrouver tous la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous connecter un petit peu avant, à partir de 8h50, la visio sera disponible. Voilà, merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.